Bienvenue dans ce tutoriel complet sur les collections, listes et tuples avec le langage Python. En programmation, les collections vous permettent de gérer des ensembles de données. Sans les collections, vous ne pourrez pas créer des programmes capables de collecter, d'organiser ou de trier des données, ou même d'aller plus loin, pour traiter des données avec des algorithmes, ou pour importer et exporter des données depuis des fichiers, des API web et des bases de données. Dans ce tutoriel, je vous parlerai des différents types de collections et je vous apprendrai les plus importantes, les listes et les tuples. C'est ce que vous utiliserez dans 99% des cas. Vous verrez comment initialiser des collections, ajouter, modifier, supprimer des ensembles de valeurs, trier des données et appliquer des algorithmes. Et bien sûr, vous pratiquerez avec des exercices et un projet final, le projet questionnaire version 2. Comme les algorithmes, les fonctions et la programmation orientée objet, les collections font partie des notions incontournables que vous devez absolument maîtriser en tant que développeur. Et vous verrez, grâce aux collections, vous pourrez mieux structurer votre code et surtout faire la séparation entre les données et l'implémentation de votre programme. Ça, c'est important. Alors, prêt à apprendre les collections et à améliorer vos compétences de développeur. On commence. Bonjour, c'est Jonathan. Pour vraiment apprendre la programmation et devenir développeur professionnel, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. Dans ce tutoriel complet sur les collections, listes et tuples, nous allons avancer en 3 étapes. Première étape, on va voir ensemble et dans les détails toutes les notions essentielles concernant les collections. Comment créer une liste ou un tuple, comment indexer, itérer ou rajouter des éléments. Deuxième étape, on va pratiquer sur les listes et les tuples avec des exercices. On va récupérer des données de l'utilisateur, trier des données et appliquer un algorithme. Et enfin, troisième étape, on travaillera sur le projet questionnaire version 2. À savoir, la version 1 provient de ma vidéo sur les fonctions avec Python. Vous trouverez le lien en description si ça vous intéresse. Et aussi, vous pourrez télécharger le code source. Prérequis. Pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin de connaître les bases du langage Python, telles que les variables, les conditions, les boucles. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder mon tutoriel complet sur le langage Python. C'est disponible sur cette chaîne YouTube. Vous trouverez le lien en description. Vous êtes prêts? On démarre sur la première étape. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les collections. D'abord, vous allez créer un nouveau programme collection, et vous allez créer votre fichier Python main.py. Alors, c'est quoi les collections? Quelle est la notion derrière ça? Collection, en programmation, vous entendrez les termes de tableau, liste, et en Python, il y a aussi le tuple. Et il en existe d'autres. En réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de collection? C'est de pouvoir contenir et gérer plusieurs éléments. On a vu comment utiliser une variable, par exemple une variable A, où je mets une valeur 5, ou bien une variable B, où je mets une chaîne de caractères. Mais comment on pourrait faire pour avoir une variable qui contiendrait, par exemple, plusieurs éléments, plusieurs noms de personnes? Et on va imaginer qu'on est une startup et on veut lister les noms des différentes personnes. Par exemple, je vais écrire personne est égal, et là je vais mettre des parenthèses. Et là je vais rajouter des valeurs. On peut rajouter des valeurs de différents types, mais ici on va le faire avec des chaînes de caractères. Je vais mettre Mélanie, et ensuite je vais pouvoir rajouter une virgule. Pas à l'intérieur de la chaîne de caractères, mais à l'extérieur, ici. Jean, virgule, Martin, virgule, Alice. Et là, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé ce qu'on appelle en programmation un tableau. Mais au terme de Python, j'ai utilisé des parenthèses. Quand on utilise des parenthèses, ça s'appelle un tuple. Qu'est-ce que c'est un tuple? Qu'est-ce que c'est une liste? Qu'est-ce que c'est un tableau? En réalité, la notion de tableau, array en anglais, elle existe en Python, mais à travers des librairies, et on n'en aura pas besoin ici. Nous, on va manipuler les listes et les tuples. C'est ça que vous allez rencontrer dans 99% du temps. Liste et tuple, en réalité, c'est la même chose. La différence, c'est que le tuple, il est read-only, il est à lecture seule, c'est-à-dire que c'est fixe. On ne peut plus rajouter d'autres éléments dans le tuple. La liste, par contre, on peut rajouter de nouveaux éléments et on peut modifier les éléments à l'intérieur de la liste. Le tuple, c'est immutable. C'est le nom en programmation qu'on donne pour les éléments qui ne sont pas modifiables. Non modifiable. La liste, elle est mutable. C'est modifiable. Ça veut dire rajouter, supprimer des éléments ou les modifier. La syntaxe du tuple, c'est avec les parenthèses. Et pour la liste, vous utilisez les crochets. Ça veut dire que ça, c'est un tuple. Mais je peux faire la même chose en mettant des crochets. Et ça, c'est une liste. Et ça va s'utiliser de la même façon.
La seule différence, c'est qu'en mode liste, on pourra utiliser plus de choses pour modifier le contenu ou pour rajouter de nouveaux éléments. C'est ce qu'on verra dans la vidéo numéro 2. Pour l'instant, on va juste partir sur les tuples. Et vous verrez que parfois, par abus de langage, je parlerai de tableau, mais ça veut dire que je parle de tuple ou de liste. Ok, on a personne. Maintenant, si je fais un print personne, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous voyez qu'il m'affiche le contenu de mon tuple avec les différents éléments. Bon, très bien. Est-ce que je peux sélectionner chaque élément? Eh bien, c'est possible de faire ça en utilisant un système d'index et de crochets. Vous utilisez les crochets pour dire « Je souhaite récupérer le premier élément ». Le premier élément, il est toujours à l'index 0. Index 0 pour Mélanie, 1, 2 et 3. On va essayer. Donc, si je fais print de personne crochet 0, eh bien, j'obtiens Mélanie. J'obtiens une chaîne de caractères. Comme si j'avais une variable chaîne de caractères finalement. C'est pareil. Si je mets personne de 1, je récupère Jean, personne de 2, Martin, personne de 3, Alice, ok. Qu'est-ce qu'il se passe si je mets personne de 4? Eh bien, j'ai une erreur. Il me dit index out of range. L'index 4 que j'ai donné, il est au-delà du tableau. Ça veut dire qu'on est sorti et ça, c'est interdit. Logique. On va toujours éviter de sortir du tableau et pour connaître le nombre d'éléments dans le tableau, on va utiliser la fonction len et là, je lui donne mon tuple à l'intérieur. Donc là, je vais avoir le nombre d'éléments dans mon tableau. Ici, je vais remettre par exemple 0. Je relance ça. Et là, j'ai 4. Donc là, j'ai bien 4 éléments. On a dit que personne de crochet de 4, c'est déjà au-delà parce qu'on démarre de 0. 0, 1, 2, 3. Donc, on va toujours boucler si on souhaite afficher les éléments d'un tableau de 0 jusqu'à la longueur du tableau. Len, ça veut dire length en anglais, ça veut dire longueur. Notre index part de 0 jusqu'à la longueur du tableau, moins 1. 0 à 3 dans ce cas-là. Regardez par exemple, je peux faire une boucle for i in range 0, len de personne. On sait que quand on fait range, on n'atteindra pas le dernier élément, il est exclu, donc ça va fonctionner. Je vais faire un print et je vais mettre personne et je veux l'élément qui est situé à l'index i. Je vais supprimer mes autres prints ici, je vais les commenter. Ok, je relance ça et là vous voyez que j'ai bien bouclé sur mes différents éléments. J'ai fait un premier tour de boucle où j'ai récupéré personne de 0, c'est Mélanie. Ensuite, j'ai récupéré Jean, Martin, Alice. Ok. Alors, on va aller plus loin sur les boucles for. Je vais vous montrer qu'on peut faire mieux que ça. Mais pour l'instant, je commente ça et je vais retourner sur les index. Je vais vous montrer quelque chose de supplémentaire. On a dit que si je fais ça, je récupère Mélanie. Qu'est-ce qu'il se passe si je mets moins 1? On pourrait penser qu'on va obtenir une erreur, parce que moins 1, c'est en dehors du tableau, vers la gauche. Eh bien, en réalité, en Python, on va récupérer quelque chose. Et notamment, on va récupérer le dernier élément. Quand vous partez en négatif, en réalité, il utilise index, mais en partant de la fin du tableau. Donc là, si on a moins 1, on utilise Alice, et ça c'est totalement une particularité de Python. Dans les autres langages de programmation, j'ai jamais vu ça en tout cas. Si vous mettez moins 1 dans les autres langages de programmation, vous aurez une erreur. Mais en Python, c'est différent, et c'est même bien pratique, parce que regardez, par exemple, si je mets moins 2, eh bien je vais obtenir Martin. Je commence à compter dans l'autre sens. Donc vraiment, le moins 1 est bien pratique pour récupérer à chaque fois le dernier élément d'une liste ou d'un tuple, c'est pareil. Donc retenez bien cette possibilité avec l'index moins 1. Je vais commenter ça. Là, je vais mettre un petit commentaire. Moins 1 pour le dernier élément. Ok, si je reviens à ma boucle for, je vous ai dit qu'on peut faire mieux que ça. En réalité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un index qui va boucler dans un range de 0 jusqu'à 3 dans notre cas et qui va récupérer les différents éléments. En réalité, je peux faire for i in et directement lui donner le tuple ou la liste. 2 points. Et là, il va parcourir en fait les éléments de la liste. Et i, au lieu d'avoir une valeur 0, 1, 2, 3, 4, eh bien, il aura directement la valeur de l'élément. On va parcourir d'élément en élément dans la collection. Et là, je peux faire directement un print i. Et ça aussi, c'est très utilisé. Vous voyez que je liste bien mes différents éléments. Je vous ai parlé de la fonction len qui donne le nombre d'éléments dans un tableau. Regardez ce qu'il se passe si j'appelle len sur i. I, c'est une variable de type chaîne de caractères. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, vous voyez que pour Mélanie, je récupère 7. Ça correspond au nombre de caractères qu'on a ici. Parce qu'en réalité, une chaîne de caractères, ça se comporte comme un tuple qui contiendrait les différents caractères. Et donc là, j'en ai bien 7. Et si je m'amuse à faire un print de i de 0, eh bien, à ce moment-là, je vais récupérer la première lettre M pour Mélanie, J pour Jean. Ça se comporte comme un tuple. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez faire également -1, par exemple, pour afficher la dernière lettre.
Alors ici, c'est vrai que bon, pourquoi afficher la première lettre ou la dernière lettre, on n'en voit pas l'utilité, mais vous verrez que ça aura du sens dans certains programmes. En tout cas, c'est important. Sachez qu'une chaîne de caractères se comporte comme un tuple de caractères et vous pouvez accéder aux différents caractères avec crochet et l'index. Je vais commenter tout ça et je vais vous parler du range. Vous avez vu que quand on fait un for, finalement, on itère dans une collection. On prend la collection et i va prendre les différentes valeurs de la collection. Alors, comment ça fonctionnait avec le range? En réalité, le range, c'est une collection. C'est un objet, ça marche, ça fonctionne comme un tuple. Si je prends ça, par exemple, je vais dire que ça, c'est une valeur égale range. OK. Là, je vais lui mettre de 0 à 10. Eh bien, si je fais un print de valeur de -1, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Je relance et là, j'obtiens 9. Pourquoi j'obtiens 9? Parce que range, c'est comme si c'était un tuple avec 0, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre de 0 à 5 pour vous donner l'exemple. Là, si je mets -1, eh bien, je vais obtenir 4. Le dernier élément, c'est 4. Donc, le range de 0 à 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4. L'élément de droite, dans le range, il est exclu. Il n'est pas présent. Et ça va se comporter exactement comme un tuple. C'est pour ça que quand on faisait for i in range, eh bien, i venait d'abord récupérer la valeur 0, puis la valeur 1, etc. C'est tout pour cette première démonstration sur les collections, et on continue. On continue sur les collections. Précédemment, on a vu comment utiliser un tuple. On va voir comment utiliser les listes. Alors, vous voyez qu'ici, on a plusieurs personnes. Je vais supprimer ça et je vais commenter ce qu'on a mis en bas. Comment est-ce que je pourrais faire pour rajouter une personne supplémentaire? Par exemple, on imagine que quand on lance le programme, on va demander à l'utilisateur de rajouter une personne et donc on va récupérer une nouvelle valeur plus tard qu'on souhaitera rajouter ici. Eh bien, je vous ai dit que le tuple est immutable. Ça veut dire qu'on ne pourra pas le modifier. C'est pour ça qu'on va être obligé de passer par une liste. La liste, ça s'écrit pareil. Alors là, je vais juste commenter cette ligne pour la récupérer. Comme ça, ici, on aura la première section sur les tuples. Et en dessous, je vais faire la section sur les listes. Ok, on va repartir avec ça. Et cette fois-ci, je vais mettre les crochets à la place. Tout ce qu'on a fait précédemment reste valable si on avait remplacé les parenthèses par les crochets. La liste peut faire exactement tout ce que le tuple peut faire, mais peut également faire des choses supplémentaires qu'on va voir ici. Vous pouvez sûrement vous demander à quoi ça sert le tuple alors et pourquoi on n'utiliserait pas des listes tout le temps. Eh bien tout simplement pour des questions de performance, le tuple utilise moins de mémoire et dans certains cas, les accès sont plus rapides. De manière générale, vous pourrez partir sur un tuple et si vous avez besoin de modifier les données, à ce moment-là, vous le convertissez en liste. Je vais créer une variable nouvelle personne qui va être égale à, par exemple, David. On vient d'embaucher David et on va le rajouter à notre liste de personnes. Eh bien, on va utiliser la fonction append qui veut dire rajouter. On va rajouter cette nouvelle personne dans notre liste de personnes. Et vous voyez que si là je print personne et que je print après le append ma liste, eh bien regardez ce qu'il se passe. D'abord j'ai bien Mélanie, Jean, Martin, Alice et une fois que j'ai fait le append, eh bien j'ai aussi David qui est venu se rajouter à la fin. Je peux aussi décider de supprimer un élément. Par exemple, je peux utiliser del personne de 1. Quelle personne va être supprimée? Eh bien la personne qui est à l'index 1. La personne à l'index 1, c'est Jean. Donc là, si je relance, eh bien vous voyez que j'ai directement Mélanie, Martin, Alice et puis David qui a été rajouté. Vous voyez qu'avant on avait Jean, il a été supprimé et qu'on a rajouté David à la fin. Attention, vous ne pourrez pas supprimer un élément dans certains types de boucles. Pourquoi? Parce que si je suis en train de boucler sur les éléments de ma liste et que je les supprime en cours de route, eh bien je vais avoir un problème au niveau de ma boucle. Vous verrez que quand on pratiquera là-dessus, eh bien on devra partir de la fin de la collection si on souhaite supprimer des éléments et parcourir la collection de la fin vers le début. Bon, et vous voyez que je peux toujours faire mon for i in personne comme on avait fait sur le tuple et là faire mon print i, ça va fonctionner aussi. Ok, on a le résultat. Maintenant, imaginons qu'on souhaite faire ça dans une fonction. On va par exemple définir un fichier personne et on va passer notre collection qu'on va appeler C par exemple en paramètres. Et dedans, eh bien, je vais faire mon for i in C et je vais imprimer i. Ok. Et donc si je souhaite utiliser cette fonction, eh bien, je vais faire afficher personne et je vais passer les personnes. Alors je vais commenter les différents prints qu'on avait fait. Ok.
Là, si je lance ça, eh bien, j'ai bien le même résultat qu'avant. Mélanie, Martin, Alice, David. Ok, tout fonctionne bien. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Si je modifie des valeurs, et par exemple, je vais créer une nouvelle fonction, modifier valeur. Si je passe une variable a, et que cette variable a, ça va être un int. Par exemple, à l'intérieur de ma fonction, je vais dire que a égale 10. Et là, je vais appeler ma fonction. Donc ça, je vais le commenter. Imaginons que je crée une variable test égale 5. J'appelle modifier valeur avec ma variable test en paramètre. Donc là, au niveau de a, j'aurai la valeur 5. Je modifie la valeur de cette variable. Quelle valeur j'ai en sortie si je print test? Alors, je vais l'imprimer avant et je vais l'imprimer après. Vous voyez que j'ai bien la valeur 5. Et quand je fais modifier valeur, ici, j'attribue une nouvelle valeur, mais quand je sors, eh bien, j'ai toujours la valeur 5. Parce que, en réalité, ma variable test, elle est à ce niveau-là. Quand je fais modifier valeur et que je passe une valeur, je passe un argument, je passe juste la valeur, mais ici, à l'intérieur de la fonction, il va recréer une nouvelle variable locale à la fonction. Donc, quand je réaffecte la variable locale à la fonction, en effet, si je print a ici, j'aurai bien 10 à l'intérieur de la fonction. Mais c'est une variable qui est différente de la variable test. Donc, quand je ressors, c'est normal que cette variable ne soit pas affectée. Par contre, imaginons qu'on passe une liste. Et là, on va faire le test. Si mon test, c'est une liste d'éléments avec des valeurs dedans. Par exemple, ma liste, elle a 1, 2, 3 et 4. Je passe ça à modifier valeur. Bon, maintenant, c'est une liste, je ne peux plus faire ça. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est... Alors, je vais mettre le print de test ici. Je vais l'imprimer avant et après. Dans modifier valeur, je vais faire a de 0, par exemple, égale 10. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, vous voyez qu'avant, j'avais bien 1, 2, 3, 4. Je suis rentré dans ma fonction, j'ai modifié le premier index de ma liste. Et là, quand je suis sorti de la fonction, eh bien, j'ai bien la valeur qui a été modifiée par la fonction. Pourquoi tout à l'heure, quand j'ai passé un int, ça n'a pas marché? Et pourquoi maintenant, quand j'ai passé la liste, ça a fonctionné? Parce que la liste, c'est un conteneur. Tout à l'heure, on passait une valeur numérique et lui, il a reconstruit une variable avec ça. Nous, on passe un conteneur. Et dans ce conteneur, on va pouvoir modifier les valeurs qui sont à l'intérieur de ce conteneur. C'est pour ça que quand vous passez une liste à une fonction, à l'intérieur de la fonction, si vous modifiez les valeurs de la liste, eh bien, ça va être pris en compte même quand vous sortez de la fonction. Donc, faites bien attention à ça. Pour l'instant, c'est tout pour les listes et on passe à la suite. On va continuer sur les listes et les tuples, mais tout d'abord, si vous avez des questions, eh bien posez vos questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo et je vous répondrai. Aussi, si vous avez besoin de plus d'encadrement pour avancer en programmation, eh bien vous pouvez vous inscrire en tant que participant à ma formation complète développeur Python. C'est un programme payant qui vous donne accès à plus de 300 vidéos de qualité pour plus de 30 heures de contenu. Vous aurez également accès à un support prioritaire avec une garantie de réponse dans la journée. Ainsi, si vous avez des questions, des blocages ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas bloqué pour avancer. Ce support prioritaire est illimité et réservé uniquement aux participants de ma formation complète. Vous trouverez le lien en description. Allez, on continue sur les listes et les tuples avec de nouvelles notions. À tout de suite. Allez, on va commenter toute cette partie et on va passer à la suite. Je vais mettre 3 guillemets jusqu'en bas et je vais rajouter une nouvelle partie que je vais appeler fonction et tuples. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une fonction qui va retourner plusieurs valeurs? On a déjà vu comment retourner une valeur, mais comment en retourner plusieurs? Par exemple, on va écrire une fonction qui permet d'obtenir des informations sur une personne. Obtenir information. On a vu comment retourner une valeur, par exemple, return Mélanie. Et donc, si j'appelle ma fonction obtenir information et que je print ça, bon, je peux passer par une variable intermédiaire, par exemple info égale obtenir information, et je vais printer ça, print info. Si je lance, pas de surprise, ça affiche bien Mélanie. Maintenant, on va dire qu'on souhaiterait également retourner l'âge et retourner la taille. Eh bien, je peux retourner un tuple. Et ça va se faire tout simplement en mettant virgule. On n'a pas besoin de mettre les parenthèses ici. Quand vous faites return, vous mettez des virgules et ça va retourner les différentes valeurs. Par exemple, 37 et 1.6. Vous n'êtes pas obligé de retourner des valeurs qui sont toutes du même type. Vous voyez qu'ici, on a une string, ici on a un int et ici on a un float. Maintenant, je vais récupérer ça dans info et je vais imprimer info. Et vous voyez que quand j'imprime info, j'ai bien récupéré un tuple. Ça veut dire que je peux, par exemple, imprimer info de 0 et dire que ça, c'est le nom. Nom de point plus info de 0.
Ça va fonctionner. Et puis je peux rajouter les deux autres, âge et taille. Je vais mettre str. Attention, pour récupérer l'information d'après, c'est info de 1. On se balade, celui-là c'est l'index 0, l'index 1, l'index 2, plus str de info de 2 et parenthèse. Ok, je relance. J'ai bien nom Mélanie, âge 37, taille 1.6. Mais on pourrait encore faire mieux que ça. Je vais vous montrer. Là, je vais commenter tout ça. En réalité, quand je fais obtenir information, je peux directement lui donner nom, virgule, âge, virgule, taille, et créer mes trois variables directement initialisées avec les valeurs que je vais récupérer de la fonction. C'est-à-dire que je peux faire un print, information, de point, nom, et je vais le faire avec une chaîne formatée, ce sera plus simple ici, nom, ok, virgule, âge, de point, et là je vais lui passer l'âge, virgule, taille, de point, taille, et là je vais pouvoir imprimer ça directement. Vous voyez que j'ai toutes les informations qui s'affichent. Donc retenez bien cette syntaxe, quand vous avez un tuple à droite, eh bien vous pouvez directement remplir plusieurs variables. Maintenant, imaginons qu'on a créé aussi une autre fonction qu'on va appeler def afficher information. Et cette fonction, elle prend le nom, elle prend l'âge et elle prend la taille. Et justement, on va faire ça. On va faire le print à l'intérieur. 2 points. Ok. Donc là, j'obtiens mes informations. Bon. Et je peux faire afficher information en donnant le nom, l'âge et la taille. Vous voyez que là, ça va bien fonctionner. Bon, je récupère mes trois informations, je passe mes trois informations. Il n'y a pas de raison. Mais je peux même faire autrement. Vous voyez que précédemment, on avait récupéré info. Est-ce que ça marche si j'appelle afficher information en passant info? Là, j'ai bien récupéré mon tuple comme avant. Et puis là, j'aimerais bien passer mes trois valeurs. Si je lance ça, vous voyez que j'ai un problème. Parce qu'il me dit qu'il me manque deux arguments, âge et taille. Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai appelé cette fonction afficher information. Il a vu que je passe un paramètre. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le paramètre nom, il a mis la valeur du tuple avec toutes les infos. Par contre, il a vu que j'ai rien passé pour âge et pour taille. Et vu que ce ne sont pas des paramètres optionnels, il me dit attention, il manque ces deux paramètres-là. Comment je pourrais lui expliquer de dire en fait ce tuple correspond à ces trois valeurs-là? Eh bien, il va falloir ouvrir le tuple. Et ça se fait avec un étoile devant. Je lui dis de séparer les valeurs de mon tuple et il va les passer directement dans les trois paramètres. Si je lance ça, et vous voyez que là, cette fois-ci, ça fonctionne. Si je fais un print de info et que je fais un print de étoile info. Dans le cas de info, eh bien j'ai bien un tuple, ça c'est qu'une seule valeur. Mais dans le cas de étoile info, c'est comme si j'avais passé trois paramètres à ma fonction print. Et vous savez que quand on sépare les paramètres par virgule, il les affiche avec un espace. Et bien là, c'est bien ça ce qu'il s'est passé. Le print a vu en fait qu'on lui a passé trois arguments. C'est exactement comme si on avait passé info de 0, virgule, info de 1, virgule, info de 2. Vous allez voir que si je relance ça, eh bien je vais bien voir la même chose. Étoile info et cette ligne-là, c'est exactement pareil. Retenez bien cette syntaxe, on dit qu'on unpack le tuple. C'est tout pour cette partie et on passe à la suite. Je vais maintenant vous parler des slices. Les slices, ça s'applique aux listes ou bien aux tuples. Je vais commenter toute cette partie-là, comme d'habitude, et je vais rajouter une nouvelle section, slice. Ok, je vais repartir de la liste des personnes qu'on avait. Je vais en refaire un tuple. Ok, ça n'a aucune importance. Bon, j'ai 4 personnes, je vais en rajouter un peu plus. Pierre et Paul. On a vu qu'on pouvait afficher l'ensemble de ces personnes avec une boucle for i in personne. Eh bien, je fais un print de i et j'ai l'ensemble de mes personnes qui sont affichées. Maintenant, comment on pourrait faire pour dire je ne souhaite afficher que les 2 ou 3 premières personnes? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser un slice, c'est-à-dire qu'on va rajouter une syntaxe. Et au lieu de mettre un index qui sélectionnerait qu'un seul élément, on va lui donner 2 index, un index de début et un index de fin. Par exemple, là, je démarre à 0 et je vais m'arrêter, par exemple, à l'index 1. Qu'est-ce que j'ai si je fais ça? Il affiche que Mélanie. Si je vais jusqu'à l'index 2, eh bien, il affiche Mélanie et Jean, parce que l'index 2, c'est ici. Le deuxième index, il est exclu. Okay. Si je mets 3, eh bien, j'affiche les 3 premiers. La syntaxe du slice, en réalité, ça marche comme ça. Vous allez avoir l'index de début, le start, 2 points, l'index de fin, le stop, et on peut éventuellement rajouter un troisième index qui s'appelle le step. Le step, c'est par exemple, bon, là, on est de 0 à 3. Alors attention, il faut que je commente ça, ok.
Si je ne mets pas d'index mais que je laisse les 2 points, eh bien elle va sélectionner l'ensemble. Maintenant, si je remets 2 points et que je lui donne juste le step, par exemple 2, eh bien en fait il va sauter 1 sur 2. Au lieu d'avancer de 1, il avance de 2. Donc il démarre par Mélanie, ensuite il passe à Martin, puis il passe à Pierre. C'est pour ça qu'on n'a que ces 3-là. Si j'avais mis 1, il aurait tout affiché. Okay, par défaut, c'est 1. Si je mets -1, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il affiche tout, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire que mon step, il est négatif. Je pars de Paul et je descends. Et si je mets -2, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va avoir Paul, Alice et Jean. Parce qu'on passe de 2 en 2. Vous voyez qu'avec les slices, on peut faire plein de choses et ça va s'appliquer aussi sur les chaînes de caractères. Vous vous rappelez qu'une chaîne de caractères, c'est un tuple. Par exemple ici, si je fais nom égale Jean, je print le nom. Bon, pas de surprise, ça affiche Jean. Maintenant, je peux dire que je vais afficher nom, mais je vais commencer à mettre mon slice. Par exemple, je peux sélectionner que les 3 premières lettres. Par exemple, je peux démarrer, au lieu de démarrer à 0, je peux démarrer à 1. Et à ce moment-là, ça affiche EA. Je suis bien sur l'index 1E et je termine avant l'index 3 qui est le N. Donc là, j'ai bien que EA. Et comment je pourrais faire pour afficher les lettres dans le sens opposé? Par exemple, N-A-E-J. Eh bien, il me suffit de sélectionner toutes les lettres et de donner le step. Vous voyez que je suis obligé de rajouter un 2 points ici. -1. Et là, ça affiche dans l'ordre opposé. C'est tout ce que je voulais vous montrer concernant les slices et on continue. Vous êtes arrivé au bout de cette première étape. Bravo à vous. Maintenant, c'est le moment de pratiquer. On passe à l'étape numéro 2. Vous allez pratiquer avec des exercices. On va d'abord créer un programme qui demande des données à l'utilisateur. Et ensuite, on travaillera sur un algorithme qui utilise les collections. Je fais tout mon possible pour vous permettre de progresser en programmation avec du contenu précis et de qualité. Si vous aimez mon contenu et ma pédagogie, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faites-le, ça me permettra de vous proposer plus de tutoriels comme celui-ci. Allez, on continue sur cette étape numéro 2. À tout de suite. C'est le moment de pratiquer sur les listes avec un exercice. On sait déjà comment demander des informations à l'utilisateur. Précédemment, on avait fait des programmes qui permettent de demander le nom et l'âge grâce à la fonction input. On est donc capable de faire input nom de la personne, de points. On rentre un nom et on récupère ça dans une variable nom et on affiche ça. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Le nom et de point, virgule, nom. OK. Bien sûr, si je relance, pas de surprise, nom de la personne, Toto, le nom est Toto. Ça, on connaît bien. Maintenant, deuxième étape, l'idée, c'est de récupérer plusieurs noms de personnes. Et sans la connaissance des listes, on était obligé de faire, par exemple, nom 1, nom de la personne 1, et à ce moment-là, dupliquer cette ligne, nom 2, nom 3, etc. OK ? Mais ça, par contre, ça nous demande de dupliquer du code et puis d'avoir un nombre de personnes définies. Par exemple, ici, on va demander 3 noms de personnes. Ou bien on pourrait boucler, bien sûr. On pourrait boucler pour demander le nom d'une personne. Ici, on pourrait faire un for i in range 0, par exemple 3. On va demander 3 fois le nom d'une personne. Mais si je fais ça, on va me demander un nom, Toto, puis Titi, puis Tata. Mais à chaque fois, on va réécraser la variable nom et on affichera à la fin uniquement la dernière valeur. Donc dans ce cas-là, on était obligé d'afficher tout de suite le nom de la personne et demander le nom suivant. Toto, j'affiche Toto. Tata, j'affiche Tata et Titi. OK ? Mais maintenant qu'on connaît les collections et les listes, on va pouvoir aller plus loin. Et l'idée de cet exercice, là je vais commenter le code, ça va être de demander des noms de personnes, mais on va pas se limiter sur un nombre. OK ? On va boucler de manière infinie, mais on sort quand le nom de la personne est vide. Quand le nom est vide. C'est pour ça que vous pourrez comparer le nom à égal, une chaîne vide. OK ? Et à ce moment-là, pour sortir d'une boucle, comme on fait, on utilise un break. Et c'est seulement à la fin qu'on va afficher tous les noms. Donc dans la boucle, il y aura juste un input et la sauvegarde des différents noms. Dans une liste, il n'y aura pas de print. Cette liste, on va l'appeler nom. Donc on l'initialise avec rien du tout dedans. À chaque fois que vous allez récupérer un nom, vous allez le rajouter dans la liste, OK ? Jusqu'à ce que le nom rentré par l'utilisateur, il est vide. À ce moment-là, on a compris qu'on a terminé la saisie. Et ensuite, on passe à la phase d'affichage, où vous allez afficher tous les noms qui ont été collectés dans la liste. Je vous laisse faire cet exercice, on se retrouve pour la correction.
démarre sur notre liste de noms vides et on va demander à l'utilisateur de rentrer différents noms. Ça, on sait faire, on fait nom égale input, nom de la personne. Et à chaque fois qu'on va récupérer un nom, on va venir le rajouter dans notre liste. Comment est-ce qu'on rajoute un élément dans une liste? Eh bien, on utilise append. Ok, et là, je fais append de nom. Attention à ne pas confondre nom avec un S et nom tout court. Bien sûr, ça, on va le faire de manière répétitive. Donc, on va le faire à l'intérieur d'une boucle. On a dit qu'on allait faire ça tant que nom ne serait pas vide. Comment je peux faire cette boucle? Est-ce que je fais un while nom est différent de rien du tout? À ce moment-là, je fais ça. Ok. Et si je fais ça, bon, je vais avoir un problème. Il faut que j'initialise nom à une valeur qui n'est pas vide pour que je puisse bien rentrer au premier coup dans la boucle, sinon ça ne va pas marcher. Et puis je suis obligé de déclarer cette variable. Sinon il va faire une erreur en disant je ne connais pas cette variable nom. Et là, en effet, il va demander le nom et rajouter le nom dans la liste, etc. Sauf qu'on a un deuxième problème. C'est que quand on va terminer la saisie, on va rentrer un nom vide ici. Et donc il va rajouter un nom vide dans notre liste. Et ça, on ne veut pas. Donc en effet, on pourra le contourner avec un if nom est différent de vide, je le rajoute. Ok, bon, c'est une façon de faire. Ou bien on pourrait faire autrement. On pourrait dire, bon, j'enlève la déclaration de nom ici et je fais un while true. C'est un while infini, boucle infinie. Parce que true, c'est toujours vrai. Ça ne change pas. Donc là, il va boucler toujours boucler. Et à chaque fois, je vais récupérer un nom. Et dans le cas où le nom est égal à quelque chose de vide, je vais faire un break. J'arrête tout de suite la boucle. Et sinon, eh bien, je rajoute le nom dans la liste. Bon, c'est différents styles d'écriture. Moi, j'aime bien ça, parce que ça évite de déclarer avec une valeur arbitraire. Et bon, selon moi, ça me paraît plus clair, même si de manière générale, il vaut mieux éviter de faire des while true. Mais là, on le voit, c'est clair, on a une condition de sortie avec un break. Donc, selon moi, c'est mieux de faire ça. On demande le nom. Si le nom est vide, on ne le rajoute pas, on va faire un break, on va sortir tout de suite. Mais s'il n'est pas vide, on le rajoute et on continue, on reboucle, ok? Pour rappel, break, ça veut dire casser, ça permet de sortir de la boucle. Ok, donc première chose, on récolte les noms. Et ensuite, à la fin, on pourrait faire un print de nom directement pour afficher tous les noms. Ou bien on pourra boucler, on va le faire après. Là, je relance. Par exemple, Titi, Toto, Tata, et je peux mettre Jean. Et je peux appuyer sur Enter pour finir la saisie. J'ai bien récolté dans ma liste Titi, Toto, Tata, Jean. Ou bien je peux décider aussi de faire un print et de rajouter un print nom des personnes et de commencer à boucler là-dessus. For nom in nom. Je peux faire un print. D'ailleurs, je vais mettre un petit espace devant le nom, plus le nom de la personne. Et là, quand je relance, je mets Toto, Titi, Jean, Enter, nom des personnes, Toto, Titi, Jean. Ok ? On a bien enregistré toutes les données et maintenant on peut les manipuler. Tout est bon pour l'exercice, mais pour vous montrer l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant qu'on a tous ces noms, on peut commencer à faire des opérations sur la liste. Alors on pourrait faire plein de choses. On pourrait éventuellement remettre les premières lettres en majuscules. On pourrait associer les noms à l'âge, par exemple, si on demandait aussi l'âge de la personne, on pourrait récolter les âges, l'emploi, etc. C'est comme ça qu'on commence à manipuler des collections de données. On peut aussi trier les données. Il existe une fonction sort, par exemple ici. Si je fais nom.sort, eh bien sort, ça veut dire trier. Il va trier la liste par ordre alphabétique. Alors attention, ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, si je cherche la table ASCII des caractères, c'est le code des caractères. C'est-à-dire que dans un ordinateur, chaque caractère est stocké en valeur binaire avec des 1 et des 0 et il a une valeur qui correspond. Par exemple, le grand A, sa valeur c'est 65 et le petit a, sa valeur c'est 97. Donc, le grand A est considéré avant le petit a dans l'ordre alphabétique. Ok, les majuscules comptent. Donc là, si je trie ma liste, ça c'est un tri qui se dit in place. Ça veut dire qu'on va altérer la liste avec cette fonction-là. Donc on n'a pas besoin de faire nom égale nom.sort, ok, ça va trier directement à l'intérieur de notre liste par ordre alphabétique, sachant que ça va trier comme ça, d'abord de A grand Z, puis de petit a à petit z. C'est cette liste triée qu'on va afficher. Regardez, si j'utilise Jean, Émilie et Sophie, Enter, j'ai bien Émilie qui est venue se placer en premier, ordre alphabétique, le E est avant le J, et ensuite on a Sophie, ok. Et juste pour vous montrer avec des majuscules, si je prends Amélie et si je prends Annabelle avec un A majuscule, puis je prends Toto, ok, j'ai bien Annabelle qui est venue se placer avant Amélie parce que le A majuscule
Et prioritaire, il a une valeur plus petite dans la table ASCII. Donc c'est toujours les majuscules qui sont d'abord. Ok, c'est tout pour cette parenthèse et c'est tout pour cet exercice. On continue. On va travailler sur un algorithme qui permet de trouver la valeur la plus petite. Alors ça pourrait marcher aussi pour la valeur la plus grande. Mais en tout cas, nous, on va travailler sur des distances. Imaginez qu'on ait une application de chauffeur de taxi, comme Uber par exemple. Et on va devoir trouver quel est le chauffeur le plus proche de notre position. On va nous donner une liste de distances. C'est la distance des différentes voitures qui se trouvent autour de nous en kilomètres. 1,5 km, 2,2 km. Donc ce sont des valeurs float, des valeurs à virgule, ok. Ici on a 400 mètres, 900 mètres, etc. Et donc le but du jeu, ça va être d'écrire un programme qui va regarder chaque valeur et qui va détecter la valeur la plus petite et qui va imprimer cette valeur en sortie. Donc là dans cet exemple, bon, la valeur ça va être 0,4, 400 mètres, ok. On va d'abord faire cet algorithme ensemble et ensuite vous allez avoir des exercices pour améliorer ce programme. Je commence. Comment je peux trouver la valeur la plus petite? Eh bien, je peux boucler sur chaque élément. For distance in distance chauffeur kilomètre. Ok. Et là, je vais récupérer chaque distance. Donc d'abord, je vais récupérer 1.5, puis 2.2, etc. Et j'aimerais bien me rappeler de la distance minimale. On va appeler ça distance min. Et cette distance minimale, on la connaît pas encore. Si on mettait 0, on serait embêté parce que 0, c'est impossible à battre. On n'arrivera jamais à trouver une valeur plus petite que 0. Et si on mettait arbitrairement 1000, oui, ça fonctionnerait, mais c'est pas une bonne pratique de mettre des valeurs comme ça arbitraires dans le code. Donc on va vraiment éviter de faire ça. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va supposer que le chauffeur le plus proche, c'est le premier. Même si on va se rendre compte par la suite que ce n'est pas le cas. Mais c'est pas grave, on va dire, bon, ok, on va d'abord dire que c'est cette voiture-là la plus proche. Et puis on va regarder. Bon, en effet, c'était bien cette voiture-là la plus proche parce que la suivante, elle est plus loin. Mais on va continuer. Est-ce que celle-ci, elle est plus proche? Ben oui, finalement, celle-ci, elle a 400 mètres. Elle est plus proche que celle qu'on avait sélectionnée précédemment à 1,5 km. Donc on va se rappeler de celle-ci. Et puis on va continuer pour voir si finalement on n'en trouvait pas une plus proche. Donc dans ce cas, ce serait beaucoup mieux de dire, eh bien finalement, la distance minimale, c'est celle de la première voiture. Et ensuite, on va voir si on trouve plus proche, ok? Donc ensuite, on va énumérer for distance in pour chaque distance. On va regarder. Est-ce que la distance, elle est plus petite, strictement inférieure à la distance minimale qu'on avait sauvegardée précédemment? Et si c'est le cas, la nouvelle distance minimale, c'est la nouvelle distance qu'on a trouvée ici. Ok? Et tout à la fin, je vais faire un print distance minimale, virgule, distance min. Comment ça marche? D'abord, distance min, on a dit qu'on allait prendre la valeur 1,5 km, la valeur de la première voiture. Ok. Ici, sur le for, on énumère chaque valeur. Donc, c'est vrai qu'au premier coup, on va reprendre 1,5. On va finalement tester deux fois ce 1,5. Et cette distance 1,5, bon, elle n'est pas strictement inférieure à 1,5, on va rien faire. Mais on va vraiment démarrer au coup d'après. Est-ce que 2,2, c'est plus petit que 1,5? Non. On reste sur le 1,5. Et ensuite, au coup d'après, 0,4. Est-ce que 0,4, c'est plus petit que 1,5? Oui, la nouvelle distance minimale, ça va être 0,4. On sauvegarde 0,4 dans distance min. Et on continue, parce que peut-être qu'il y a une autre voiture plus proche. Ici, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait arriver. On pourrait très bien avoir un 0,2 plus tard, sans le savoir. Donc on est obligé de regarder toutes les valeurs du tableau. Ensuite, on continue. 0,9, est-ce que 0,9 est inférieur à 0,4? Ce n'est pas le cas. On ne rentre pas ici et on va itérer, on va continuer. 7,1, non, c'est pas plus petit. 1,1, c'est pas plus petit. 0,6, c'est pas plus petit. Et donc finalement, on arrive au bout de la boucle et on va sortir avec 0,4. C'était bien la valeur minimale. Regardez, si je relance, j'ai bien 0,4. D'ailleurs, on peut rajouter virgule km pour kilomètre. C'est un détail. Très bien. Et on est bien d'accord que si plus tard on avait une distance plus petite, par exemple ici on avait 0,1, 100 mètres, je relance, et bien la distance minimale, c'est bien maintenant 0,1. Vous voyez que notre algorithme fonctionne. Mais je vais remettre 1.1 pour repartir sur ce premier exemple. Ok. Maintenant, imaginez que nos chauffeurs ont un nom. On va faire une collection nom des chauffeurs. Ok. Et on va donner un nom. Celui qui est à la distance 1,5, lui s'appelle Patrick. Ensuite, à la distance 2,2, c'est Paul.
Ensuite, à la distance 0,4, c'est Marc, puis 0,9, c'est Jean, puis 7.1, Pierre, puis 1.1, Marie, puis 0.6, Maxime. Ok, très bien. Donc là, on a associé artificiellement avec deux listes, eh bien, un nom et une valeur en kilomètres. Ce n'est pas en soi la meilleure façon d'associer des valeurs, je vous en reparlerai après, mais pour l'instant, on va continuer comme ça. On a bien un nom qui est associé à une valeur. Ok, si je rajoute des espaces, ça correspond bien. Parfait. Vous allez maintenant faire un exercice. On aimerait bien améliorer ce programme pour à la fois trouver la distance minimale, bon, comme on a fait, mais aussi afficher le nom du chauffeur correspondant. Et donc notre programme, s'il a trouvé 0.4, eh bien il devra afficher le nom du chauffeur et Marc. Ça veut dire qu'on va devoir travailler sur les index et trouver d'abord l'index de la valeur la plus petite. Sauvegarder à la fois cette valeur et aussi l'index, et à partir de l'index, pouvoir trouver le nom du chauffeur. Et donc, première partie de l'exercice, ça va être de trouver l'index min qui correspond à la valeur minimale. Dans notre cas, ça va être 0, 1, 2, la valeur de l'index c'est 2. Je vous laisse travailler sur cette première partie de l'exercice. Et vous afficherez ici index de la distance minimale et vous mettrez index min. Ok, je vous laisse travailler sur cette première partie de l'exercice. On se retrouve juste après. On était parti ici de l'index 0. Index min est égal à 0. Et vous voyez qu'on a un problème dans la boucle for. La boucle for, finalement, elle ne travaille pas sur des index. Elle travaille directement avec les valeurs dans la collection. Donc on pourrait très bien utiliser une variable index et l'incrémenter ici. Mais quand on souhaite obtenir des index, c'est mieux finalement de travailler sur une boucle for avec un index. Donc for i in range qui va jusqu'au nombre d'éléments. Ok, donc là le nombre d'éléments, on prend la longueur ici de distance chauffeur km, on a 0. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc le len de cette liste va retourner 7, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à l'index 6. 0 à 6, c'est correct. Et ensuite, on va regarder. Distance, c'est quoi? Distance, eh bien, c'est distance chauffeur km de l'index i. Ok? Et là, on va regarder, en effet, si la distance, elle est inférieure à la distance min, et si c'est le cas, on va aussi se rappeler de l'index. Index min va être égal à i. Ok? On est bien d'accord que quand on va arriver sur 0.4, i vaut 0, 1, 2, la valeur c'est 2. C'est comme ça qu'on a récupéré la distance. On a fait distance chauffeur km de crochet de 2. Comme ça qu'on va venir énumérer les différentes valeurs. C'est ça qu'on a eu dans la distance. Et c'est comme ça qu'on va se rappeler de l'index. Si je relance le programme, vous voyez que j'ai bien index de la distance minimale, 2. Et bien sûr, si je change et que je reviens ici avec par exemple 0.1, eh bien il a trouvé 0.1 et cette fois-ci l'index c'est 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je remets 1.1 ici. C'est bon pour cette première partie de l'exercice. Maintenant, vous allez aussi afficher le nom du chauffeur. Vous allez rajouter un print ici. Ok, c'est bon pour cette première partie de l'exercice. Maintenant, deuxième exercice. Vous allez afficher le nom du chauffeur qui correspond à cette distance minimale. Je vous laisse faire, on se retrouve juste après. Vu qu'on a déjà l'index, c'est relativement simple parce qu'il va nous suffire de rajouter un print qui va dire nom du chauffeur. Et là, on va faire un nom de chauffeur de l'index correspondant. Index min. Je sauvegarde. Je relance, distance minimale 0.4 km, nom du chauffeur, Marc. Et si je change, 0.1, distance minimale 0.1, nom du chauffeur, Marie. Ok, tout fonctionne bien. Juste une dernière remarque. Comment est-ce qu'on aurait pu faire pour trouver le chauffeur le plus loin? Eh bien, on aurait inversé la logique. On aurait fait supérieur ici. Alors, c'est juste pour vous montrer. Il faudrait qu'on renomme les variables, etc. pour faire le code propre. Mais juste pour vous montrer, si on avait mis supérieur, je relance, il aurait trouvé la distance maximale, qui est 7 km. Et il aurait trouvé le nom du chauffeur, Pierre. Ok? Je remets minimal et je remets les valeurs initiales. Autre remarque, on aurait très bien pu trouver la distance minimale d'une autre façon. Là, regardez, si je mets tout en commentaire, on peut très bien trier les valeurs avec la fonction sort. Sort, ça ne trie pas uniquement les valeurs par ordre alphabétique, mais quand vous avez des valeurs numériques, ça va trier du plus petit au plus grand. Donc là, si je fais sort et que je fais le print de la première valeur, 0, et que je relance, eh bien je tombe directement sur le 0.4. Parce que forcément, si je print toute cette collection triée, eh bien j'ai bien maintenant toute la distance triée, du plus petit au plus grand. Donc ça c'est une autre technique. Mais par contre,
on aurait eu un problème parce que vu qu'on a changé l'ordre de nos éléments, l'index de l'élément ne correspond plus à l'index du nom du chauffeur. On n'est plus capable de retrouver le nom du chauffeur, vu que ici l'ordre n'est plus respecté. Et c'est pour ça que le fait d'associer par exemple un nom avec une distance de cette façon-là, avec deux listes, ce n'est pas optimal, ce n'est pas la meilleure façon. Une meilleure façon, ça serait de dire nom et distance, qui serait une liste qui va contenir des tuples, c'est-à-dire les éléments de cette liste vont contenir à la fois un nom, comme Patrick, et virgule, une distance, 1.5. Une liste peut contenir 8 des éléments uniques comme un nombre et une chaîne de caractères, mais peut aussi contenir des collections. Donc là j'ai mis un tuple, mais une liste peut contenir une liste, et donc chaque élément, ça c'est le premier élément de la liste, ce tuple. Ensuite on peut faire un autre élément, qui serait Paul, virgule 2.2. Alors je ne vais pas tous les faire, et je vais mettre Marc, virgule 0.4. L'avantage maintenant, c'est que si vous modifiez l'ordre des éléments dans cette liste, eh bien vous pourrez toujours retrouver à la fois le nom et la distance. Par contre, l'inconvénient, c'est que la fonction sort, la fonction de tri, elle ne sait plus comment trier ces éléments-là, parce que ces éléments sont plus complexes. Et donc il faut lui expliquer comment trier les éléments, c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans la formation. Je ne vais pas le faire ici. Mais en tout cas, voilà, par rapport à cette remarque de désynchronisation des deux listes, eh bien ça c'était une solution. Et par rapport à notre algorithme, on aurait pu l'adapter pour boucler sur ces différents éléments et venir trouver la valeur la plus petite et immédiatement trouver le nom. Vous voyez que ici, on va dire que ça c'était l'algorithme V1. Et si je fais le V2, alors je vais l'écrire juste en dessous, après je le déplacerai, eh bien on referait presque pareil que ce qu'on a fait. On dirait que distance min, ce serait nom et distance de l'élément 0, l'élément 1. Pourquoi 0, 1 ? Parce que quand je fais nom et distance de l'élément 0, ça correspond à ce tuple. Et donc ce tuple, il a deux valeurs. En crochet 0, il a le nom, et en crochet 1, il a la distance. Et c'est comme ça que je récupère la distance de l'élément 0. Là, je récupère 1.5. Si je voulais récupérer 2.2, eh bien je ferais crochet 1, 2, 1. Parce que crochet 0 récupère le nom. Ça récupère Paul, et ça récupère 2.2. Donc nous, on voulait récupérer la distance minimale. Et ensuite, on ferait tout simplement un for sur cette collection, nom et distance in, nom et distance, et on ferait le même algo. If nom et distance de 1 c'est la distance, est inférieur à la distance min, et bon, si on veut sauvegarder le nom, il ne faudrait pas sauvegarder uniquement la distance min, mais le nom et distance min, qui serait donc le nom et distance de 0, ok. Si le nom et distance min est inférieur à la distance de cet élément-là, c'est pour ça qu'on travaille toujours sur les index 1, on est toujours en train de regarder la distance, et bien à ce moment-là, le nom et distance min, c'est bien égal à celui qu'on a en ce moment. Là, on récupère à chaque fois des tuples, on travaille sur ces éléments-là. L'élément 0 c'est ça, l'élément 1 c'est ça, l'élément 2 c'est ça, et on va sauvegarder dans nom et distance min l'élément qui a la distance la plus petite, c'est-à-dire crochet 1, c'est-à-dire la valeur qui est en crochet 1. La distance est toujours en crochet 1. Ok, donc c'est ça qu'on fait. On se rappelle de cet élément complet, avec le nom et la distance. Et comme ça, quand on sort ici, on peut faire un print, distance minimale de point, virgule, eh bien, c'est ce qu'on a à l'index 1, et je peux directement mettre nom du chauffeur, point, nom et distance min de 0 cette fois-ci, parce que c'est bien dans le tuple, l'index 0, c'est le nom, ok. Donc là, si je lance, bon, vous voyez que ça marche, distance minimale 0.4, nom du chauffeur, Marc. Ça, c'est déjà un peu plus avancé, cette structure, mais je voulais quand même vous la montrer. Donc ça, on va le commenter, et on va mettre V2. Je le décale, je le mets tout en bas, et c'est tout pour cet algorithme. Je vais remettre en place la V1, ok. Je vérifie que ça marche. Tout est bon, c'est tout pour cet algorithme. Vous avez maintenant une bonne connaissance des listes et des tuples. Bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici. Pour progresser en programmation, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer. Et c'est pour ça que maintenant, je vous propose de réaliser un projet qui, justement, va vous permettre de pratiquer sur les collections. Étape numéro 3, le projet questionnaire version 2. Juste avant de commencer, j'ai préparé pour vous le code source de la version 1 de ce projet dans un fichier zip que vous pouvez télécharger immédiatement. Vous trouverez le lien dans la description. Attention, partez bien de ce code source pour pouvoir commencer sur la version 2 de ce projet.
je fais le maximum pour vous aider. Si vous aimez ma pédagogie et que vous souhaitez progresser rapidement en programmation, eh bien je vous propose de regarder ma formation complète développeur Python. C'est un programme tout en un qui va vous guider étape par étape et vous permettre de monter progressivement en compétences. Dans cette formation complète, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le langage Python, comme la programmation orientée objet, les collections et toutes les notions avancées. Et pour pratiquer, vous allez réaliser des projets complets de A à Z avec le langage Python. Application web, application bureau et mobile. Le lien est dans la description, c'est un paiement unique et vous avez accès à tout. Attention, l'offre de promotion est limitée dans le temps. Allez, on continue sur les collections avec le projet questionnaire version 2. À tout de suite. Précédemment dans cette formation, on avait travaillé sur ce projet questionnaire, notamment dans la partie sur les fonctions. Et bien maintenant, on va reprendre ce projet et le retravailler avec nos nouvelles connaissances sur les collections. On va améliorer ce programme. Vous pouvez télécharger le code source de ce programme. En quoi consiste ce projet? Rapidement, je le relance. Eh bien, on pouvait poser une question. Quelle est la capitale de la France? On a le choix ABCD. Par exemple, je sélectionne C. Bonne réponse, ok. Et ensuite, on a la deuxième question. Quelle est la capitale de l'Italie? Je vais donner une mauvaise réponse, D. Mauvaise réponse. Le score final est de 1. Maintenant qu'on connaît les collections et l'utilisation des tuples et des listes, on va reprendre ce projet et on va voir comment aller plus loin, comment l'améliorer. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est commencer à structurer nos données. Et ça, c'est très important en tant que développeur. Si vous ne savez pas structurer vos données, vous allez toujours créer des programmes qui vont mélanger des parties données et des parties de code. Et donc, vous ne pourrez pas faire des programmes plus évolués qui permettraient de récupérer plus de données. Vous voyez que ici, nos données sont codées directement dans le code. Mais on ne pourrait pas facilement les récupérer à partir d'un fichier ou bien à partir d'un serveur web, etc. Et donc, c'est important de décorréler les deux. C'est-à-dire d'avoir d'un côté toutes les données et d'avoir d'un côté uniquement le code. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus puissant et c'est ça que je vais vous montrer ici. Finalement, bon, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Tout va bien. Si j'ai envie de rajouter une question, je copie-colle et puis je rajoute mon autre question. Quelle est la capitale de l'Allemagne, etc. Pourquoi pas? Mais si on avait un fichier texte ou un fichier JSON, ou bien qu'on se connectait à une API web et qu'on récupérait par exemple 100 questions, comment est-ce qu'on pourrait les alimenter dans notre programme? On pourrait décortiquer toutes les données et isoler la question et la passer en premier paramètre à la fonction, isoler ici les différentes réponses et les passer dans les bons paramètres, etc. On pourrait faire ça. Mais on n'aurait pas vraiment défini quel est le format des données de notre application. Parce que dans l'autre sens, imaginez que ici, on est codé à la main 100 questions. Et si on voulait les exporter en dehors du code, pour les stocker dans un fichier, et pour pouvoir les exploiter par un autre programme, par exemple, poser nos questions sur un site web, eh bien ça ne marcherait pas parce qu'on ne serait pas capable d'extraire chaque data parce qu'elles sont directement au niveau du code. Comment est-ce qu'on pourrait extraire ces données? Eh bien, finalement, si je raisonne, on pourrait dire que alors là, je vais mettre en commentaire que finalement, notre programme, bon, il pose des questions. Mais une question, qu'est-ce que c'est? Une question, elle va avoir un titre. Le titre, ça correspond à ça. Quelle est la capitale de la France? Puis elle va avoir différentes réponses. Des réponses. Alors un titre, c'est une chaîne de caractères, ok. Les réponses, ça va être une collection. Des tuples avec des réponses sous forme de chaîne de caractères, ok. Là, je ne renseigne pas les données, c'est juste pour commencer à structurer. Ensuite, on a dit qu'on avait la lettre qui correspond à la bonne réponse. Lettre, bonne réponse. Ok. Alors, est-ce que ça, c'est bien finalement? De dire, bah voilà, c'est C la bonne réponse, c'est A la bonne réponse. C'est pas le mieux. Pourquoi c'est pas le mieux? Parce que qui nous dit que c'est présenté de cette façon? En effet, dans notre cas, c'était présenté de la forme ABCD. Mais bon, on pourrait très bien demander 1, 2, 3, 4. Pourquoi pas? Donc la lettre de la bonne réponse, c'est pas forcément le mieux parce qu'on aura du mal à réadapter notre programme différemment. Ce qu'on veut juste savoir, c'est elle est où la bonne réponse dans cette liste de réponses. On aurait plusieurs façons de faire ça. Là, si je reprends un exemple, je vais remettre les datas ici. Le titre, ça serait quelle est la capitale de la France. Ensuite, on aurait Marseille, Nice, Paris, Nantes. Je les remets ici. OK. Et on avait mis lettre de la bonne réponse. La réponse C. On aurait plusieurs façons de faire ça. On pourrait dire, voilà, plutôt l'index de la bonne réponse, c'est 0, 1, 2, C2. Ok. Ça serait mieux. Parce qu'en effet, à partir de l'index de la bonne réponse, nous, dans notre programme, dans notre algorithme, bon, on sait que c'est Paris, et si on affiche par ABCD, on arrive à retrouver aussi par l'index la lettre C. Donc ça marcherait, on pourrait afficher par des nombres 1, 2, 3, 4. Si on commence pas à 0, on fait plus 1, et donc la bonne réponse, c'est la réponse 3. Et si on faisait ABCD, eh bien ça marcherait aussi.
Donc de manière logique, ça c'est bien. Mais on imagine que ce soit un opérateur qui rentre ces informations et pour lui, il peut facilement se tromper d'index. Il ne sait pas forcément si on commence à l'index 0 ou à l'index 1 et peut-être que pour Paris, il mettrait l'index 3. Donc c'est pas vraiment encore optimal. Fonctionnellement, tout est OK, mais on peut se retrouver facilement avec des bugs. Une autre approche, ça serait dire la bonne réponse et de restocker directement la bonne réponse. La bonne réponse Paris. Vous voyez que ça c'est plus explicite. Il y aurait moins de problèmes au niveau du questionnaire. Encore une fois, je raisonne si on avait par exemple 100 ou 1000 questions. Vous voyez que quand on a beaucoup de data, vous voyez qu'il faut aussi réfléchir dans la perspective où on aurait beaucoup de données. Ça, c'est une bonne approche. Le seul inconvénient, c'est qu'elle duplique la donnée ici. Mais bon, c'est quelque chose de valable. Autre approche possible, ça serait de dire, voilà, je supprime ça, mais dans chaque réponse, je vais donner à la fois le titre de la réponse, mais aussi indiquer si c'est la bonne ou mauvaise réponse. False, et ça veut dire que maintenant, j'ai un tuple de tuple. Chaque élément possède un titre et une indication vrai ou faux, est-ce que c'est la bonne réponse. False, et Paris serait true, et Nantes serait false. Alors c'est plus lourd en effet, parce qu'on est obligé de renseigner, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Pour moi, les deux sont valables, mais cette solution a un avantage, lequel ? C'est qu'on pourrait très bien gérer des QCM où on aurait plusieurs réponses valables. C'est pas le cas pour l'instant, on a dit qu'on n'aurait qu'une seule réponse valable. Mais imaginez que, on a un système plus évolué qui permet à la fois de poser des QCM avec une seule réponse possible, mais où on aurait aussi des questions avec plusieurs cases à cocher, plusieurs choix possibles. Et ce système de données pourrait permettre cette possibilité. Donc ce système de données est plus flexible. Donc en effet, c'est une autre possibilité. Elle offre plus d'avantages, mais aussi, par rapport à l'autre solution, elle est moins lisible. Vous voyez qu'on est obligé de mettre plus de data. Et aussi, elle est plus compliquée à mettre en œuvre au niveau du programme parce qu'il va falloir jongler entre les index 0 pour le titre de la réponse et 1 pour savoir si c'est la bonne réponse ou non. Soit l'un ou l'autre. Finalement, ici, je vais choisir de revenir en arrière et de vous proposer ce format de données. OK ? Maintenant, notre programme, il va plus loin que ça. On ne pose pas qu'une seule question. On pose plusieurs questions. Et donc, on va se retrouver avec une liste de questions. Ça va être un questionnaire. Un questionnaire va contenir plusieurs questions. C'est une liste de questions. Comment concrètement on pourrait faire ? Eh bien, je pourrais dire que question, c'est égal à quoi ? C'est un tuple avec plusieurs valeurs. La première valeur, ça serait le titre. Ensuite, la deuxième valeur, ça serait les différentes réponses ici. Marseille, Nice, Paris, Nantes, que je vais mettre entre parenthèses. Pourquoi je mets entre parenthèses et pourquoi je ne remets pas directement les valeurs comme ça ? Oui, ça pourrait marcher, mais c'est mieux d'isoler cet élément pour mettre toutes les réponses dans un tuple à part. Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait éventuellement de ne pas avoir tout le temps 4 réponses, mais d'avoir peut-être 3 réponses, ou 5 réponses, ou 2 réponses, etc. En tout cas, toutes les réponses sont là. Donc ça, c'est mieux ce format-là. Et enfin, à la fin, virgule, on donne l'élément qui possède la bonne réponse, Paris. Attention, c'est sensible aux majuscules. Ou bien dans notre programme, on pourra faire en sorte que ce ne soit plus sensible aux majuscules. Mais peu importe, ici je le remets exactement. Ça, c'est une question. OK ? Question 1 et question 2, on fait la même chose avec l'Italie. Quelle est la capitale de l'Italie ? Rome, Marseille, Pise, Florence. OK, la bonne réponse, c'est Rome. Très bien. Alors là, je vais commenter ce qu'on avait fait ici. Et finalement, pour l'instant, on va juste travailler sur ces 2 questions. Et à la fin, je vous montrerai comment mettre en place un questionnaire. En tout cas, pour l'instant, on a défini notre format de données. C'est la première étape. Et bien sûr, si je relance le programme tel quel, il ne se passe rien parce que j'ai commenté ici. D'ailleurs, attention, on va repartir sur un score de 0 à ce niveau-là. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'adapter le code et de pouvoir faire poser question de question 1 et ensuite de pouvoir faire poser question de question 2 et que tout remarche comme avant. On est bien d'accord que si je commente le code qu'on a fait à l'instant et que je remets le code précédemment du programme, que je relance, ça posait une question. Quelle est la capitale de la France ? Je rentre C, Paris, bonne réponse. Ensuite, ça affiche score 1 parce qu'on avait rajouté cette ligne, mais cette ligne-là, on peut la supprimer aussi parce que le but, c'est d'afficher le score tout à la fin, ici. Quelle est la capitale de l'Italie ? Je vais mettre une mauvaise réponse. B, Venise, mauvaise réponse. Mon score final est égal à 1, ok ? Maintenant, le but, c'est que ça fonctionne de la même façon avec notre nouveau système. Et donc, on va adapter le code de cette fonction pour qu'elle puisse prendre en entrée une question
Et c'est ce que vous allez faire sous forme d'un exercice dans la vidéo suivante. Pour cet exercice, vous allez adapter cette fonction poser question. Précédemment, cette fonction prenait plusieurs paramètres. Vous voyez, si je vais dans la définition de la fonction, il y avait un premier paramètre qui s'appelait question. Ensuite, les différentes réponses, R1, R2, R3, R4. Et enfin, le caractère pour le choix de la bonne réponse. On a retravaillé nos données et maintenant on va passer en paramètre qu'un paramètre qui est la question. Alors attention, il y a une confusion ici. Précédemment, ce qu'on appelait la question, c'était le titre de la question. Juste pour enlever cette confusion directement, on va simplement renommer ce paramètre qu'on va appeler titre question. Parce que maintenant, la question, c'est autre chose. Print titre question. Ok. Vous allez retravailler ce code pour ne passer qu'un seul paramètre question. Et à partir de ce paramètre question, vous allez adapter le code de la fonction pour récupérer les données telles qu'on les a stockées. C'est-à-dire, à partir d'une question, pour obtenir, là je vais mettre en commentaire, pour obtenir le titre, comment est-ce que vous allez obtenir le titre à partir de questions? Bon, ici on a question 1, question 2, mais le paramètre s'appellera question. Le titre, on voit qu'il est ici. C'est le premier élément du tuple. Donc le titre, ce sera question de 0. Ok? Comment est-ce que vous allez pouvoir récupérer les différents choix ici? Les différents choix sont dans le deuxième élément de question. On peut passer par une variable choix qui va être égale à question de 1. Et dans question de 1, on récupère ce tuple avec ses différents choix. Et donc, choix de 0, ce sera Marseille. Choix de 1, ce sera Nice. Choix de 2, ce sera Paris, etc. Pour l'instant, vous allez laisser quelque chose de similaire à ce qu'on a ici. On transformera cette partie par une boucle plus tard, mais pour l'instant, vous allez juste renseigner les valeurs pour les différents paramètres ici. Donc vous allez les supprimer et vous allez pouvoir les prendre et les renseigner. Titre question, ça va être égal à quelque chose qui dépend de question, etc. R1, ça va être égal à quelque chose qui dépend de question. Ok, ça je vous laisse faire parce qu'on ne passe plus cette information. Maintenant, on le passe différemment. On passe directement le contenu de la bonne réponse. Donc, ce que je vous propose de faire, dans un premier temps, pour faciliter les choses, ça va être d'enlever ABCD et on va juste demander de rentrer la réponse. Donc, l'utilisateur, au lieu de rentrer ABCD, il va rentrer directement Paris. Ok. Et c'est comme ça qu'on vérifiera que c'est la bonne réponse. Et bien sûr, il faut que le programme fonctionne quand vous le lancez de cette façon-là, en passant question 1 et question 2. Je vous laisse faire et on se retrouve pour la correction. La première étape, on a vu comment extraire les informations de la question. La question, on la passe ici. On a le choix question de 1 et ensuite on a la bonne réponse qui est égale à question de 2. Ok, on va garder ce commentaire et le mettre en haut. Ça va nous aider à faire les modifications. Tout ça, on va le supprimer. CTRL X. Et je vais simplement mettre un commentaire juste en dessous. Maintenant, on passe un seul paramètre qui est question. Alors, on pourrait reprendre les variables précédentes. Titre question, finalement, c'est question de 0, etc. On peut faire ça. Ou bien on peut venir remplacer directement les valeurs ici. Bon, moi, je vais choisir plutôt ce choix. Bien sûr, on a dit qu'on enlevait ABCD dans un premier temps, parce que ça va nous faciliter le travail. Et dans un deuxième temps, on verra comment on réadapte notre code. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. R1, R2, R3, R4, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est choix. Choix de 0, choix de 1, choix de 2 et choix de 3. Je les remplace ici. 1, 2, 3. Bien sûr, ce code n'est pas optimal. On va le retoucher. Pour l'instant, je continue. Comment je vérifie la bonne réponse? Maintenant, on va demander à l'utilisateur de rentrer directement la réponse ici. Et on va vérifier que la réponse qu'il a rentrée est égale à la bonne réponse, qui va être Paris ou Rome dans notre cas. On la donne directement ici. Donc le programme a légèrement changé de comportement. On ne doit plus rentrer ABCD, mais on doit rentrer directement la bonne réponse. Ok, déjà c'est une première étape et on va voir si ça fonctionne. Je relance. Là vous voyez, il me dit que choix n'est pas défini. Parce que en effet, choix et bonne réponse, c'est les choses que j'ai définies ici, mais il faut que je les rajoute si je veux que ça fonctionne. Je peux rajouter ma variable choix ici, question de 1. Ou bien je pouvais faire question de 1 de 0, question de 1 de 1, etc. Mais peu importe, moi je passe par une variable intermédiaire, ce n'est pas obligatoire. Et bonne réponse, c'est question de 2. Pareil, je peux passer par une variable intermédiaire où je peux le mettre directement. Peu importe. Je relance. Quelle est la capitale de la France? Là, je vais rentrer Paris avec un P majuscule. Bonne réponse. Et là, je vais rentrer n'importe quoi. Mauvaise réponse. Ok.
Ça a l'air bon, en tout cas c'est tout pour les objectifs de cet exercice, mais je vais aller un peu plus loin. Regardez, qu'est-ce qu'il se passe si je rentre Paris, mais sans majuscule pour le P, et que j'appuie sur Enter, il me dit mauvaise réponse. Parce que Paris avec un P minuscule, c'est différent de Paris avec un P majuscule. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas prendre en compte les majuscules? Je vais faire un CTRL-C pour arrêter le programme. On peut rajouter cette amélioration. Et dans la vérification, on va modifier le code. Au niveau des chaînes de caractères, on peut convertir une chaîne de caractères en minuscule ou en majuscule. Pour convertir en minuscule, c'est la fonction lower. Low en anglais, ça veut dire en bas. On met toutes les lettres en bas. Et si on voulait tout mettre en majuscule, c'est upper. Donc l'idée, c'est de légèrement transformer la réponse qu'a rentrée l'utilisateur pour la mettre totalement en minuscule. Ça marchait aussi avec les majuscules, mais on va mettre en minuscule. Et la réponse qu'on passe ici, celle-là aussi, on va la transformer en minuscule. Comme ça, peu importe ce qu'on aura rentré, on bascule tout le monde en minuscule. Donc là, cette fois-ci, ça va nous permettre de tester uniquement si les caractères sont identiques, mais peu importe les majuscules ou minuscules. Regardez, si je relance, cette fois-ci, si je mets Paris, même avec un S majuscule si j'ai envie, eh bien ça fonctionne. Bonne réponse, parce qu'il l'a converti avant en minuscule, et il l'a comparé à la réponse en minuscule. Ça c'est bon. Et pareil pour Rome, R-O-M-E, ça fonctionne. C'est tout pour cet exercice et on continue. Notre programme fonctionne, mais on va apporter des améliorations. Vous voyez que ici, on peut passer par une boucle. On peut utiliser une boucle for pour afficher les différents choix. Et comme ça permettra à notre fonction de pouvoir accepter des questions qui ont un nombre de choix différents. Ici, forcément, ce code fonctionne uniquement avec 4 choix. Mais imaginez qu'au niveau des datas, on n'est passé que 3 choix. À ce moment-là, on aura une exception parce qu'on sera en dehors du tableau ici. Ou au contraire, si on avait mis 5 choix, eh bien le 5e choix ne serait pas affiché. Et de toute façon, ici, au niveau du code, c'est mieux de passer par une boucle. Donc, première chose pour cet exercice, utilisez une boucle à ce niveau. Première étape, je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Transformer ça, eh bien je vais faire une boucle for i in range. Est-ce qu'on va boucler jusqu'à 3, jusqu'à 4 ou bien jusqu'à la longueur de choix? On est bien en train de regarder le nombre d'éléments dans choix. C'est ce qu'on a dit. Il faut que la fonction s'adapte en fonction du nombre de choix qu'on va donner. Bien sûr, j'ai dit qu'on n'avait que 4 choix. Mais j'ai dit que maintenant, grâce à cette boucle, eh bien ça pourra s'adapter à plus ou moins de choix. Donc c'est ça le but, c'est de regarder combien est-ce qu'on a de choix. Tiens, par exemple, j'ai 4 choix, ok. Eh bien, je récupère 4 ici. Ça veut dire que je boucle entre 0 et 3. 0, 1, 2, 3. Il y a bien 4 choix. Donc là, je vais reprendre une des lignes. Je vais la mettre à l'intérieur du for. Je vais supprimer les autres. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remplace le crochet 0 par crochet de i. Et je relance pour voir si tout marche bien. Quelle est la capitale de la France? Nantes. Mauvaise réponse. Rome. Bonne réponse. Ok. C'est tout pour cette première étape. Deuxième étape, on aimerait bien pouvoir modifier le comportement et ne plus avoir à rentrer totalement la réponse. On aimerait bien rentrer par exemple 1, 2, 3 ou 4, un nombre. Et donc pour cet exercice, vous allez rajouter ici une indication 1, 2, 3, etc. devant chaque choix. Ça marquera 1 Marseille, 2 Nice, 3 Paris, 4 Nantes, ok. Et ensuite, votre réponse, vous mettrez entre parenthèses, entre 1 et 4 par exemple. Mais encore une fois, le 4, ça va être en fonction du nombre de choix qu'on a reçus. Donc ce n'est pas statique ici, faites attention. D'ailleurs, on mettra les 2 points juste après. Ok. Aussi, petite remarque, faites attention, la fonction input ne prend pas en entrée des chaînes avec des virgules. Vous pouvez juste concaténer avec le plus. La fonction qui prend avec les virgules et à la fois le plus, c'est le print, mais pas le input. Le input, vous devez forcément concaténer la chaîne. Je vous laisse faire les modifications et on se retrouve juste après. Eh bien ici, on a dit qu'on allait mettre un index. Ça veut dire que je vais faire un virgule i, virgule, et on va mettre un tiret et afficher le choix, ok? Bon, ça va rajouter des espaces, pourquoi pas. Mais est-ce que ça, c'est bon? Regardez, si je relance, eh bien ça démarre à 0. Nous, on aimerait bien que ça commence à 1. Donc, comment je fais? Eh bien, au lieu de passer i, je vais passer i plus 1. Attention, il faut couper ici, CTRL-C, et je relance. On a bien 1, 2, 3, 4. Votre réponse entre 1 et 4, on pourrait penser que tout fonctionne bien, mais bien sûr, si je retourne en bas
et que je rajoute une autre ville, par exemple Lille, et que je relance, eh bien j'ai bien ce choix 5 Lille, mais je suis toujours entre 1 et 4. Donc il ne faut pas oublier de modifier ici le 4, et on va rajouter cette information dans la chaîne avec la concaténation. Attention, avec la concaténation des nombres, il faut utiliser str. Donc là, on va faire str de len de choix. Ok, je relance ça, et j'ai bien entre 1 et 5, je peux faire mon choix. Par exemple, je prends 3 paris, et il me dit mauvaise réponse. Bien sûr, pourquoi? Parce que ici, on récupère le nombre de la réponse. On a rentré 3, et il va falloir si ça correspond bien au troisième choix qui est dans ce tuple ici. Donc la vérification de la réponse est différente. Il va falloir recalculer un index. Quand je rentre 3, eh bien je fais -1, j'obtiens l'index 2, et donc je peux récupérer à l'index 2 la valeur du choix et comparer cette valeur-là par rapport à la bonne réponse. Ok? Là, ce qu'il se passe, c'est que je récupère 3 sous forme d'une chaîne de caractères. Bon, ça peut pas marcher, logique. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien oui, on va devoir convertir. Ça, c'est la réponse sous forme d'une chaîne de caractères. Réponse sous forme d'un nombre va être égale à la version nombre de la chaîne de caractères. La conversion, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la formation. Je ne reviens pas là-dessus. Bien sûr, on pourrait se protéger des cas tordus. Si l'utilisateur ne rentre pas des nombres, ça va poser problème. Ça aussi, on connaît. Mais je ne vais pas ici, dans cet exercice, gérer tous les cas d'erreur. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est se concentrer sur la gestion des données. Ok. Donc là, le réponse int, on va dire que la conversion s'est bien passée. Maintenant, comment j'obtiens la réponse? Eh bien, ça va être dans le choix, ici. Quand on a imprimé ça, on a dit 1, on a Marseille, 2, on a Nice, 3, on a Paris. Donc quand l'utilisateur il va rentrer 3, il faut qu'on aille récupérer Paris dans cette collection, dans ce tuple. Et Paris, il est à l'index 0, 1, 2. Donc il faut bien prendre, vu qu'on avait mis le +1 au niveau de l'affichage, et bien prendre -1 par rapport à ce que l'utilisateur a rentré au niveau de la réponse pour obtenir l'index qui va bien. Donc choix, ça va toujours être réponse int -1. Ok? Si je rentre 3, eh bien l'index c'est 2. Et c'est ça qui correspond à Paris. Et ce choix-là, c'est celui-ci qui est sous forme d'une chaîne de caractères qu'on va passer en lower, en minuscule, et comparer par rapport à la bonne réponse. Ok? Alors, j'ai plusieurs remarques ici. Bien sûr, ici, on n'a pas regardé si, en effet, l'utilisateur a bien rentré quelque chose entre 1 et 5 dans notre cas. Par exemple, il aurait pu rentrer 6, et en effet, quand on va commencer à utiliser 6 -1, 5, on sera quand même au-delà du tableau. Eh bien, on aura aussi une exception. On ne s'est pas protégé contre tous les cas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans un second temps. Pour l'instant, on continue comme ça. Je relance. Quelle est la capitale de la France? Eh bien, je rentre 3 bonnes réponses. Ok, quelle est la capitale de l'Italie? Je rentre 3 mauvaises réponses. Ça fonctionne. Bien sûr, on a dit, si on rentre n'importe quoi, on a une exception. Et si je rentre, eh bien, un nombre valide, mais qui est au-delà de ce qu'on a demandé, on n'a pas non plus vérifié et on se prend une exception. Cependant, on a vu au niveau de la gestion des données, tout est correct. On va juste améliorer notre programme pour gérer ces deux cas d'erreur. On se retrouve tout de suite. On va rajouter la gestion des erreurs pour se protéger de ces deux cas, c'est-à-dire rentrer des caractères au lieu d'un nombre, parce que la conversion va échouer, premier cas. Et deuxième cas, rentrer un nombre qui n'est pas compris entre le min et le max, et donc on va déborder du tableau. Comment est-ce qu'on peut faire la gestion des erreurs? C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la formation. Donc on va refaire ça rapidement. Mais ici, typiquement, dans cette démarche, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui serait idéal pour notre programme? Et l'idéal, ça serait quelque chose comme ça. Ça serait d'avoir une fonction qui serait demander réponse numérique à l'utilisateur. Une fonction qui serait capable de demander à l'utilisateur un nombre entre un min et un max, entre 1 et len de choix dans notre cas. Et cette fonction va nous garantir que ça marche à tous les coups, qu'on va recevoir notre réponse sous forme d'un nombre. Ok? Ça veut dire que peu importe ce qu'il va se passer, que l'utilisateur rentre des caractères invalides, que la conversion ne marche pas, ou qu'il rentre quelque chose qui n'est pas compris entre le min et le max, cette fonction va gérer les répétitions, va gérer le fait d'afficher une erreur et de reposer la question plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bon. Et quand c'est bon, elle va nous retourner une réponse qui est bien conforme à ce qu'on a demandé. Ça serait l'idéal. Et donc vous voyez que quand vous avez une problématique, eh bien créez une fonction qui n'existe pas. Et puis ensuite, adaptez le code. Ok. Et maintenant, on va la créer cette fonction. C'est ça qu'on veut.
Et ça aussi, c'est une bonne démarche. C'est ça qui vous signale, tiens, quand est-ce qu'il faut créer une fonction? C'est quand vraiment il nous manque quelque chose, en tout cas quelque chose qui nous faciliterait la vie. Avoir cette fonction-là, eh bien ça nous facilite la vie à ce moment-là, parce qu'on n'a pas besoin de remettre une boucle ici, on n'a pas besoin de faire des choses compliquées déjà dans cette fonction, qui fait pas mal de choses. Eh bien on va déléguer à cette fonction le fait de nous répondre une réponse numérique toute propre. Ok? Allez, on implémente cette fonction, je recolle le code qu'on avait supprimé, et on va définir la fonction demander réponse numérique utilisateur entre le min et le max. Cette fonction, elle va demander votre réponse entre 1 et... Alors maintenant, le 1, c'est le min. On va mettre plus str de min, plus, et le max, str de max. Ok. Il va donner une réponse, et cette réponse, on va essayer de la convertir. Bien sûr, ça peut échouer. On a vu comment gérer ça avec un try except. On va essayer de faire ça. Si la conversion ne marche pas, on fait un except et on se retrouve ici. On va afficher erreur. Veuillez rentrer uniquement des chiffres. Ok? La conversion ne marche pas quand l'utilisateur rentre par exemple ABCD, parce que ABCD, on ne peut pas le convertir en un nombre. On peut convertir en nombre uniquement une chaîne de caractères qui contient des chiffres. Donc c'est pour ça qu'on va dire attention, rentrez que des chiffres. Attention, ici c'est 2 points. Ok, et quand j'ai eu une erreur, eh bien on va devoir recommencer. On va faire ça juste après, mais déjà, si la conversion a fonctionné, on va pouvoir passer à la ligne d'après. Maintenant, deuxième test. Est-ce que la réponse, elle est bien comprise entre min? Est-ce que min est bien inférieur ou égal à la réponse? Et est-ce que réponse est bien inférieure ou égale à max? Si c'est bien le cas, ça veut dire que c'est bon. L'utilisateur a bien rentré un nombre, on l'a converti, ce nombre est bien compris entre le min et le max. Et bien tout est correct, on va retourner cette valeur. Ça c'est bon. Par contre, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir continuer à exécuter le code. Forcément, si on return, on sort de la fonction, fin de l'histoire. Mais si on n'a pas retourné, ça veut dire que cette condition n'a pas été remplie. Et donc l'utilisateur, oui, on a réussi à convertir, parce qu'on est toujours là, on n'est pas tombé dans le except. Mais on va lui dire, attention, vous devez rentrer un nombre entre, et là on va mettre virgule min, virgule et, virgule max. C'est qu'il a bien rentré quelque chose qui n'est pas entre le min et le max. Et donc, qu'on soit tombé dans ce cas-là ou dans ce cas-là, on va devoir reboucler. On va recommencer cette étape. Soit on pourrait faire une boucle dans cette fonction, ou soit on peut la rendre récursive. C'est-à-dire que si on arrive jusqu'au bout ici, eh bien on se rappelle soi-même, et c'est ça qu'on va retourner. On va se retourner soi-même avec le min et le max. Pourquoi on se retourne soi-même? Parce qu'il faut qu'on retourne un résultat, mais le résultat on l'a pas encore. On l'aura peut-être au deuxième coup, parce que si on rappelle cette fonction, on va reposer la question à l'utilisateur qui, lui, va donner une réponse et on va dire que cette fois-ci c'est bon, la réponse est correcte, ça va retourner une valeur. Donc l'appel de cette fonction va retourner la bonne valeur, donc le return de cette fonction va retourner la valeur qui est correcte ici et on va pouvoir continuer notre programme. Fonction récursive, on l'a déjà vu dans les fonctions récursives. Je relance. Là, je vais rentrer n'importe quoi, ça me dit erreur, veuillez rentrer uniquement des chiffres et vous voyez qu'on n'est pas passé à l'autre question. On est toujours sur cette même question, mais on nous redemande une réponse. Je peux refaire encore d'autres erreurs. Et maintenant, je peux même rentrer des nombres, par exemple 60. Il me dit attention, vous devez rentrer un nombre entre 1 et 5. Donc là, on est dans le deuxième cas d'erreur. Cette fois-ci, je rentre quelque chose de correct, par exemple 5, on passe à la suite parce que 5, c'est une réponse valide. Bon, c'est pas la bonne réponse par rapport à la question posée, mais en tout cas, c'est bien entre 1 et 5. Et ensuite, quelle est la capitale de l'Italie? Bon, je vais mettre la bonne réponse. Ok? C'est tout pour la gestion des erreurs. Souvenez-vous de cette démarche. Quand vous avez besoin de gérer quelque chose, eh bien, écrivez une fonction imaginaire qui serait idéale pour vous. Et comme ça, continuez l'implémentation de votre code et ensuite, eh bien, implémentez cette fonction. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous simplifier la vie. C'est tout pour cette partie et on continue. Pour l'instant, notre programme est capable de lancer question après question. On a cette fonction poser question et on lui passe une question. Très bien, mais on n'a pas encore vraiment de notion de questionnaire. C'est-à-dire que l'idéal serait de dire, par exemple, lancer questionnaire et on passerait un questionnaire. Et un questionnaire, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de questions. C'est une liste de questions. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Là, je vais juste commenter le code qu'on a ici. Eh bien, on a déjà des questions. Comment est-ce que questionnaire pourrait être une liste de questions? Eh bien, on pourrait faire ça, par exemple. Questionnaire est égal à... Et là, je mets liste.
Bon, je dis liste, mais ça marcherait très bien avec un tuple aussi, c'est pareil. Question 1, virgule, question 2, virgule, question 3. Chaque élément de cette collection, c'est une question. Et donc, si je prends l'élément 0 du dictionnaire, eh bien, ça va être la première question. Puis l'élément 1, puis l'élément 2. OK ? Et donc, lancer questionnaire, c'est une fonction qui va boucler pour poser les questions. Regardez, on peut l'implémenter, cette fonction. Je vais me mettre ici, def, lancer questionnaire. Ça prend en paramètre un questionnaire, 2 points. Et là, on va boucler sur ce questionnaire. For question in questionnaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait poser question. Poser question en passant la question. On est bien d'accord ? On appelle cette fonction. On passe le questionnaire. Le questionnaire, c'est quoi ? C'est un ensemble de questions. On va énumérer le questionnaire. La première question qu'on va récupérer, c'est question 1. On va appeler poser question de question 1. C'est ce qu'on avait fait précédemment. Ensuite, en rebouclant dans le for, on va récupérer question 2. On va faire poser question de question 2. Et ensuite, poser question de question 3. C'est équivalent au code qu'on avait fait, sauf que ici, pour cet exemple, j'ai juste rajouté une troisième question que je n'avais pas précédemment. Quelle est la capitale de la Belgique ? Mais peu importe le nombre de questions que vous mettez, le code va s'adapter automatiquement. Je relance. Quelle est la capitale de la France ? Ok, 5, Lille, faux, mauvaise réponse. Capitale de l'Italie, 2, Venise, mauvaise réponse. Capitale de la Belgique, 2, Bruxelles, bonne réponse. Score final 1. Ok, tout fonctionne bien. Maintenant, on a cette notion de questionnaire. Alors, bon, je vais juste nettoyer un peu le code ici. On a beaucoup de commentaires. Je supprime tout ça. Ok. J'ai quelques remarques. Est-ce qu'on est obligé de créer ces variables ? Question 1, 2 et 3. Finalement, on pourrait très bien reprendre tout ça et le mettre ici et appuyer sur Enter pour passer à la ligne, ok, entre les différentes valeurs ici. Et ainsi, on pourrait faire comme ça. Copier cette valeur, je vais la mettre là. Et ensuite, je vais copier cette question, je vais la mettre ici. Et je vais copier cette question, je vais la mettre ici. Je vais juste rajouter quelques tabulations ici pour aligner les données. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour juste que visuellement ce soit plus propre. Ok. Attention, vous voyez que pour la première question, on a un double parenthèse parce qu'on met entre parenthèses, eh bien, toute cette question. Donc c'est pour ça qu'on a le début du questionnaire et ici on a aussi deux parenthèses, la fin du questionnaire. Et donc on peut se débarrasser de ça. Et finalement, toutes les datas sont dans notre questionnaire. On peut très bien rajouter d'autres questions. Bon, d'ailleurs, si ça vous gêne cette partie, on peut faire comme ça, mettre la parenthèse de début et de fin et d'enchaîner ici les différentes questions qui sont séparées entre elles par une virgule. Donc attention, si vous souhaitez rajouter une quatrième question, n'oubliez pas de mettre la virgule pour rajouter ici un nouvel élément. Ok, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit maintenant ? C'est que notre code, l'ensemble du code, que ce soit la fonction poser question, que ce soit cette fonction-là, ou que ce soit cette fonction lancer questionnaire, est indépendant des données. Toutes les données sont ici, dans cette variable questionnaire. Et il suffit juste d'alimenter notre fonction lancer questionnaire avec les datas, et puis tout se déroule tout seul. On a décorrélé les données avec l'implémentation. Et ça, c'est un gros plus parce que notre programme va s'adapter en fonction des données qu'on va passer. Ce qu'il faut juste faire, c'est bien respecter le même format. Mais ces données, bon, elles proviennent ici du code, on les a tapées en dur dans le code, mais elles pourraient très bien provenir d'un fichier texte, d'un fichier JSON ou bien d'un serveur web. On viendrait charger les données, les mettre dans cette variable questionnaire, et puis on enverrait ça à notre programme lancer questionnaire, et puis lui, il va dérouler le système de questions et réponses. Ok ? Donc ce code-là, par rapport à ce qu'on avait fait tout au début dans ce programme, est de bien meilleure qualité. C'est très important de bien gérer les données dans votre programme et de ne pas mélanger les données à l'intérieur de l'implémentation. Ça fait une grosse différence entre des développeurs qui savent architecturer leur code et des développeurs qui ne savent pas faire ça et qui mélangent les données un peu partout. Ça permet de faire des programmes mieux structurés et beaucoup plus évolutifs. Comme je vous l'ai dit, maintenant, on pourrait faire facilement évoluer notre programme pour l'alimenter avec des données qui viendraient de différentes sources. Ok, juste une dernière remarque. Maintenant qu'on a cette fonction lancer questionnaire, on pourrait très bien gérer le score au niveau du questionnaire. On pourrait très bien dire que le score, c'est par rapport à un questionnaire donné. Et donc la variable score qu'on avait ici de manière globale, on pourrait très bien la gérer au niveau de cette fonction lancer questionnaire. Lancer questionnaire va aussi gérer le score, afficher le score final. Et maintenant, notre fonction poser question qui, elle, dépendait de cette globale du score, on va pouvoir se débarrasser de cette dépendance pour que cette fonction soit vraiment indépendante et que, au lieu de faire score plus égal à 1, elle va returner true
pour dire c'est une bonne réponse, et dans tous les autres cas, elle va returner false. Bien sûr, j'ai dit que le problème de returner true ici, c'est qu'on ne va pas exécuter le print. Donc 2 possibilités. Soit on duplique le print ici, ou bien soit on passe par une variable, par exemple résultat réponse correcte, par défaut qui égale à false. On la passe à true ici, égale true, avec un T majuscule, et c'est ça qu'on return dans tous les cas. Ok ? Ça c'est bien. Maintenant que poser question, on retourne quelque chose, eh bien on va pouvoir tester ici. Si c'est true, si on a donné la bonne réponse, c'est là qu'on va incrémenter notre score. On n'a plus besoin de cette variable globale, on s'en est débarrassé. Cette fonction poser question, elle est totalement indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de variables ou d'autres choses qui sont en dehors. Bien sûr, si elle dépend de cette fonction, mais bon, ça c'est pas grave, cette fonction ne dépend de rien non plus. En tout cas, ça c'est beaucoup mieux parce que poser question, sa responsabilité, c'est juste on lui passe une question, elle se débrouille et puis elle va nous dire true ou false, c'était la bonne réponse ou non. Le questionnaire, lui, il déroule l'ensemble des questions. Si c'est une bonne réponse, on incrémente le score et puis on déroule tout ça et à la fin, on a notre score final. Je relance. Capitale de la France, 3 Paris. Capitale de l'Italie, 1 Rome, c'est correct. Et capitale de la Belgique, je vais me tromper, 4 Liège. Score final, 2. Ok ? On pourrait même mettre 2 sur 3 parce qu'on connaît le nombre de questions. C'est le len de questionnaire, c'est le nombre d'éléments dans le questionnaire. Donc on pourrait très bien faire score 1 sur plus len de questionnaire. Ok, je relance une dernière fois. Paris, Rome, Bruxelles, et on a un bug parce que j'ai mis un plus alors que c'était une virgule ici. Sinon il fallait faire str. Ok, je relance, il faut toujours relancer pour tester. On n'est jamais à l'abri de faire une petite erreur au niveau du code. Rome et Bruxelles, bonne réponse, score final 3 sur 3. C'est tout pour ce projet, rappelez-vous, ce qu'on a fait ici, c'est très important. Et la démarche qu'on a eue, c'est quoi ? C'était d'abord de réfléchir à comment sont structurées nos données. Et puis ensuite, on a transformé nos données. On a constitué cette structure dans la collection. On aurait pu le faire autrement. Oui, pour les personnes qui connaissent le dictionnaire, on aurait pu utiliser une association clé-valeur en disant que ça c'est le titre, ça c'est les choix, et ça c'est la bonne réponse, etc. Oui, il n'y a pas qu'une seule possibilité, mais ça c'en est une, et en tout cas, savoir faire ça en tant que développeur, c'est très important. Donc n'hésitez pas éventuellement à refaire ce projet de votre côté. C'est tout pour cette partie. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Vous êtes maintenant capable d'utiliser les listes et les tuples avec le langage Python. Et c'est du concret. Vous pouvez appliquer ces nouvelles techniques pour améliorer le code de vos programmes. Dans ma formation complète développeur Python, on ira même encore plus loin sur les collections. Avec des notions avancées comme les complétions de listes, les tris personnalisés ou comment utiliser extend, join et split. Et on ira aussi plus loin sur la pratique avec de nombreux projets et exercices. Je vous en ai déjà parlé, le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent continuer maintenant à apprendre la programmation, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche ici. On va se retrouver très prochainement. Bon code et à bientôt.